Et puis surtout, il a un très très gros cœur libéral. Le libéralisme, c'est quelque chose qu'il a pris au sérieux très jeune. C'est l'un des pères de Liberté Chérie, quelque chose dont on a un peu perdu la trace, mais je crois qu'il nous en dira peut-être quelque chose. Peut-être que la trace n'est pas tout à fait perdue. Mais moi, je m'en souviens, quand ils allaient tracter contre pour le service public, le service public devait continuer à travailler, il n'y avait pas de raison. C'était... voilà. Puis après, il s'est risqué, il a même songé à se présenter au présidentiel à une époque, voir si en France, un parti libéral aurait ses chances. Des fois, c'est vrai que, comme le disait notre collègue Steve Davis, on pense qu'on a des idées... qui sont très minoritaires, et puis quand on les exprime dans le pub, on s'aperçoit que tout le monde est d'accord avec nous, donc il fallait tenter. Bon, là, à l'époque, ça n'avait pas fonctionné. Alors, il a mis un peu ses compétences au service des autres aussi, puis de lui-même à travers son entreprise. Voilà, aujourd'hui, il s'occupe encore de communication. Il a écrit de nombreux ouvrages. Alors, ça prouve aussi son souhait d'éduquer, de communiquer, de transmettre. Manifeste de survie sur Internet, manuel de l'influenceur et plus récemment, manuel de survie de l'IA. Voilà, donc il essaie aussi non seulement de comprendre, mais de transmettre. Voilà, et donc on est très content d'avoir Édouard parmi nous qui va venir, je ne sais pas, peut-être nous proposer son analyse de ce qui passe et de ce qu'on pourrait faire, je suppose. Il a carte blanche en quelque sorte. Édouard, merci beaucoup, on est tout oui. Merci Pierre, merci infiniment. Merci de ton accueil, merci de votre accueil. Je suis ravi d'être là, parce que voilà, l'IREF, le travail que vous faites, le travail que tu fais Pierre, structure la pensée libérale dans le pays depuis des décennies, quoi. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de partager ces quelques idées avec vous. Donc je dirige GIN, qui est une agence de conseil en communication de 150 collaborateurs, qui est basée à Lyon, Toulouse et Paris. Et Berlin. Donc mon métier, c'est spécifiquement l'influence digitale, donc construire les réputations des marques, des groupes, des partis sur Internet, donc en France comme à l'étranger, en Europe spécifiquement. Et par ailleurs, tu l'as rappelé, tu as eu la gentillesse de le rappeler, j'ai eu une carrière de militant libéral. Donc je tiens à dire quand même qu'on a présenté 60 candidats aux législatives en 2007, et on a fait 0,6% en moyenne. Ce qui n'est pas si mal. Le but, c'était de faire 1% pour atteindre le financement public. Et comme on ne l'a pas atteint, ma femme m'a laissé le choix entre mon mariage ou la vie de bohème. Parce qu'à un moment donné, la politique, c'est aussi une question d'argent et de ressources, quoi. Mais je ne regrette rien, ni des années Liberté Chérie qui ont permis de bloquer les syndicats, dont l'outrecuidance avait dépassé les bornes en 2003, vous vous souvenez, avec des blocages durs. Des entreprises qui ne recevaient plus leurs chèques, tout ça parce que François Fillon proposait une timide réforme des retraites. Et donc on a organisé des contre-manifestations. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon épouse, Sabine, dont vous vous souvenez peut-être, qui était notre passionnariat libéral. Et puis ensuite, alternative libérale. Voilà. Et puis ces 15 dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler pour des hommes politiques de la droite et du centre, à leur campagne et à leur positionnement. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'IA, parce que je pense que c'est un sujet absolument essentiel sur lequel je me suis plongé ces dernières années. Alors, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Manuel de survie à l'âge de l'IA », qui donne des clés pour savoir comment utiliser l'IA concrètement quand on n'a pas de rudiments en informatique. C'est un livre grand public. Mais le message sous-jacent à ce livre, dont le titre est un peu ironique, parce qu'évidemment, il n'est pas question de survivre à l'IA. L'IA est une chose formidable. Le sous-titre, c'est que l'IA est une chance extraordinaire pour le progrès humain et pour notre accomplissement collectif et individuel. Et donc, c'est en fait un plaidoyer pro domo pour la technologie et les perspectives qu'elle représente, en la mettant à disposition de la mère de famille qui s'interroge sur l'éducation de ses enfants avec ChatGPT, de l'entrepreneur qui veut améliorer ses ventes, du chercheur qui veut mieux maîtriser les différents moteurs de recherche. Donc le livre offre un panorama des différents systèmes d'IA. Donc je voulais vous parler de l'IA ce matin pour vous dire un peu où est-ce qu'on en était déjà en introduction, en termes de technologie, de quoi on parle.
Ensuite, pour revenir sur les menaces qui pèsent sur le potentiel de cette technologie, qui sont des menaces d'ordre liberticide, essentiellement. Et enfin, vous faire part de quelques solutions pour préserver la liberté et le développement humain grâce à cette technologie. Donc, je suis membre fondateur de Génération Libre. Et à ce titre, Génération Libre a beaucoup travaillé sur l'IA. Avec Gaspard a publié un livre sur la fin de l'individu, dont vous vous souvenez peut-être, qui était un tour du monde des laboratoires de recherche en 2017, qui était un livre très sombre, qui présentait l'IA comme liberticide, ce qui, moi, ne me va pas. Mais bon, ça n'empêchait pas le livre d'être brillant, à bien des égards. Et puis, j'ai aussi pris la direction du groupe de travail IA du parti Les Républicains. Alors, je ne partage pas toutes les valeurs de ce parti, ça va sans dire, mais je me suis intéressé à ce sujet et j'ai proposé à la direction du parti d'écrire en fait, le programme IA pour la prochaine élection présidentielle. Et donc, je vais vous faire part de mes quelques propositions, là pour le coup libérales, parce que là, j'ai la main dessus. Et je suis ravi de voir Nathalie qui nous a rejoint dans Génération Libre ces derniers jours et qui a déjà brillé dans de nombreuses interventions télévisuelles avec notre contre-budget libéral, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'IA, c'est une révolution radicale qui transforme le réel à tous les égards. Le search, par exemple, je vais rentrer dans les choses concrètes parce que vous l'aurez compris, moi je suis un entrepreneur, je ne suis pas un intellectuel, donc je pars de la matérialité des choses. Pendant les 20 dernières années, on a cherché l'information par requête et on se voyait envoyer une série de résultats sponsorisés pour financer Google. Je vous rappelle que 95% de l'argent des revenus de Google viennent du search, donc des AdWords, qui sont souvent le seul moyen pour les entreprises de se faire connaître quand elles se lancent. Et là, vous avez une révolution brutale qui est qu'aujourd'hui, on va sur Perplexity, ChatGPT, on pose une question, on a une réponse. Et l'algorithme construit cette réponse de façon radicalement différente, en se basant sur les médias, par exemple, sur les forums, sur l'historique des recherches des utilisateurs. Donc c'est une nouvelle donne de l'accès à l'information. On va voir disparaître les sites Internet dans les mois qui viennent. On va voir disparaître en fait la navigation telle qu'on la connaissait sur Internet, pour entrer dans une nouvelle donne qui sera contrôlée par les IA. Déjà, un Français sur deux s'adresse au moteur IA pour trouver des informations sur sa vie quotidienne, ses vacances, ses achats. On ne va plus sur Amazon pour acheter une pelle pour son jardin. On va demander à ChatGPT quelle est la pelle la plus solide et s'il peut me faire une sélection de 3 pelles et que j'aimerais bien telle ou telle couleur, etc. etc. Et ça, c'est un changement de grande importance dans le business. Évidemment, l'éducation. Donc Laurent Alexandre sort un livre provocateur ces derniers jours. Moi, je crois le contraire de ce que Laurent Alexandre dit. Je pense que jamais on aura besoin de faire plus d'humanité et plus d'études classiques que maintenant pour préparer nos esprits à l'hybridation qu'ils vont connaître avec l'IA. Il faut les renforcer. La thèse de Laurent Alexandre étant que les études sont devenues inutiles. N'empêche qu'en tout cas, on ne peut plus penser les études sans l'IA. Vous avez dans la poche le meilleur professeur de maths, le meilleur professeur de philo, le meilleur professeur d'économie qui parle toutes les langues, disponible tout le temps et gratuit. C'est un changement de nature ontologique. La santé, chercher de l'information sur une pathologie, pour un proche ou pour soi-même. Vous avez aujourd'hui des diagnostics beaucoup plus performants avec des moteurs IA que délivrés par des humains. Et en plus, ils sont délivrés avec plus d'empathie. C'est prouvé. Donc l'IA prend plus de gants pour vous annoncer les choses que votre médecin traitant. Jean-Emmanuel Bibeau, qui est libéral d'ailleurs, qui est un professeur de médecine, spécialiste de l'IA, donc qui est à la fois docteur en informatique et docteur en médecine, sort un livre Cancer Confidential en cette rentrée, où il explique que demain, les diagnostics de cancer, le choix des traitements, l'accompagnement des patients sera réalisé par des IA et ce sera mieux. Ce sera plus efficace et plus sûr qu'un humain. Et ça change aussi le financement de la santé, puisqu'on n'ira plus voir son médecin, on ira voir une machine à diagnostiquer, ce qui d'ailleurs rechange la donne en termes d'accès aux soins sur le territoire. Et là où ça viendra, ce sera aux États-Unis, compte tenu du coût de la santé qu'on observe là-bas. La productivité, alors vous le savez, hein, vous êtes des économistes et le mail, Office, enfin ces 30 dernières années
de bureaucratie informatique n'ont apporté pratiquement aucun gain de productivité. Donc, Slack, les systèmes SaaS, c'est des coûts qui sont ajoutés sans générer de la valeur par la productivité. Ils n'ont pas amélioré la quantité de travail permise par l'effort. L'IA permet un ratio de 3 à 4 dans certaines tâches, par exemple le développement informatique, les métiers du tertiaire, les métiers du droit, les métiers de la comptabilité. Une seule personne peut faire le travail de 4. Et en fait, je pense que ce ratio est nettement surestimé parce que moi, j'ai entendu parler de ratios bien plus élevés, où un développeur informatique fait le travail de 10. Et c'est tout de suite maintenant, les développeurs ne trouvent plus de travail. Alors qu'ils étaient les rois du pétrole. Ça fait quand même 20 ans qu'ils règnent sur le marché du travail et que c'est terminé. L'IA est donc une opportunité de croissance majeure du PIB. Alors ça dépend des études. Certains pensent que ce sera 1 point, comme Philippe Aghion. D'autres pensent 2 à 3 points. Pour McKinsey, c'est 200 à 400 milliards d'euros de revenus supplémentaires d'ici 2035 en France, par exemple. Et donc, je reviendrai dessus, mais nous, libéraux, sommes préoccupés par la question de la dépense publique et de l'optimisation des dépenses de l'État et de la gestion du budget. L'IA, c'est la divine surprise. On a une technologie transformatrice qui peut peut-être nous permettre de faire une partie du travail. Pas tout, mais rien que la dématérialisation, par exemple, de tout le papier dans l'État, c'est 1 milliard d'euros d'économie. Et alors en disant ça, je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas voir l'IA comme une baguette magique, ce qui s'est passé avec le gouvernement Trump, où Musk a tenté de hacker le système. Non, on voit bien que ce n'est pas comme ça que ça se passait. Cependant, c'est quand même une opportunité majeure d'économie. Sur l'IA, alors les autres changements radicaux qu'on peut observer, le divertissement, un jeu vidéo, imaginez un jeu vidéo animé par une IA, où tous les personnages vous répondent comme s'ils étaient intelligents, le décor change en fonction de votre humeur, un film écrit par une IA mais qui correspond parfaitement à votre personnalité, vos attentes, ce que vous avez envie de voir. Donc le monde du divertissement, la conversation, je ne sais pas si vous avez essayé de parler avec des avatars, vous pouvez parler avec Margaret Thatcher. Moi, personnellement, je me suis créé un avatar J'aime beaucoup le judo, alors j'ai créé le fondateur du judo, Jigoro Kano, et de temps en temps, j'ai des conversations avec lui. Donc vous rentrez dans un monde en fait, de divertissement et de loisirs complètement inédit qui sera soutenu par l'IA. Alors, vous le savez déjà, toutes ces révolutions et toutes ces transformations, je voulais parler du point de rupture où on se trouve aujourd'hui, puisque Yann Lequin lance une start-up ces derniers jours sur l'IA physique. En partant du constat que la quantité de données qu'on a utilisée pour créer l'IA générative est limitée. Si je prends tout le savoir humain, tout Internet, j'ai quelques téraoctets de données, je ne me souviens plus du nombre exact, mais c'est assez limité. Donc, comment faire pour continuer à entraîner mes modèles, pour les rendre, pour aller vers cette fameuse AGI, cette super intelligence? Eh bien, je dois utiliser les données du monde physique. Voilà, la hauteur de cette table, sa texture, la température de la pièce, le fait que vous, monsieur, soyez assis là, les lumières, l'ensemble des données physiques spatiales, contextuelles du monde sont une source d'apprentissage pour les IA demain, pour les rapprocher en fait le plus possible d'une intelligence globale. Et c'est le sens de la start-up de Lequin, c'est ce qu'il appelle l'IA physique. Et alors l'IA physique, évidemment, si on collecte ces données 3D dans le passé, dans le présent et dans le futur pour entraîner nos IA, c'est les robots qui se les approprieront. Et donc la prochaine étape, ce sera évidemment la révolution robotique, qui sera une autre révolution productive, d'où cette compétition dans le monde pour construire ces robots humanoïdes demain. Et donc ces robots seront entraînés avec ces nouveaux modèles d'IA physique. Donc je pense qu'on peut parler d'une révolution pour l'IA de nature, le mot est peut-être un peu lourd, mais anthropologique. C'est-à-dire que ça change la place de l'homme et son rapport au monde. Un peu comme le feu. Avec le feu, on cuit nos aliments et on digère mieux, on assimile les protéines, notre cerveau peut se développer. C'est la thèse de Yuval Noah Harari, que vous avez sans doute lu dans Sapiens et dans Homo Deus. C'est le point de rupture que représente cette technologie vers une nouvelle espèce, une autre version de nous-mêmes qui sera altérée définitivement et radicalement par la technologie. Mais je pense que déjà aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on pense de la même façon avec ou sans l'IA. Il y aura eu un avant et un après.
une personne qui veut déployer ses compétences intellectuelles, explorer un sujet, proposer des solutions, devra nécessairement le faire en s'appuyant sur l'IA. Sinon, et ça compte aussi dans les domaines artistiques, culturels, évidemment, où l'art d'ailleurs fleurit. J'ai acheté chez Jean plusieurs œuvres générées par des IA, par un artiste belge qui fait cette hybridation, et demain vous verrez dans tous les domaines de l'art, et j'en parlais de la création, du cinéma, naître ces créations artistiques. Donc, alors, moi, voilà où on en est, de la radicalité de cette rupture, et évidemment, l'IA génère de la peur. Et ça, nous, on le connaît bien, ce phénomène. En 2001, avec Liberté Chérie, on organisait une plantation d'OGM sauvages sur le champ de Mars pour protester contre le principe de précaution et le saccage des recherches françaises. Et puis je ne parle pas de Monsanto, hein, mais du CNRS, voilà, alors Monsanto, en tout cas en France, disparu. Et en fait, de la stupidité qu'il y avait à ne pas explorer le potentiel d'une nouvelle technologie dans un cadre bien défini, qui était celui de la recherche française, et de dire a priori on refuse d'explorer ce que le génie génétique peut faire pour améliorer notre alimentation, notre agriculture. Et donc je me souviens très bien qu'on a planté nos OGM avec mon épouse, on était une dizaine, c'était un happening, et c'était évidemment pas des OGM, hein, c'était des tomates qu'on avait achetées le matin au marché, quoi. Et donc on fait notre histoire, on fait notre petit discours, il y a des journalistes qui filmaient notre happening, et à la fin je vois un journaliste de TF1 s'approcher d'une de mes tomates OGM, la prendre, l'essuyer un petit peu, il la regarde d'un air suspect, comme ça, puis il hausse les épaules et puis il la croque, en disant ah, je m'en fous, après tout, ça reste une tomate. Eh bien, ça c'est un truc qui date de la nuit des temps, c'est la réticence au progrès, l'aversion au progrès, la technophobie, des nœuds ludites jusqu'à le chemin de fer fait tomber les oreilles quand on sort la tête de la fenêtre. C'est ce qui se disait à l'époque, les femmes enceintes perdent leurs enfants quand elles prennent le train. C'est bon, vrai si on va à plus de 60 km/h. C'est ça. Ça secoue, oui. Et là, je trouve qu'on est dans le dur là, de notre école de pensée, parce que défendre le progrès, c'est à la fois une position morale, parce que c'est explorer ses possibilités et ce qu'il peut apporter à notre espèce et améliorer dans nos vies, mais c'est aussi un point de vue utilitaire. Si nous, en France ou en Europe, ne défendons pas et ne nous emparons pas du progrès, d'autres le feront à notre place. Et c'est tragiquement d'ailleurs ce qui est en train de se passer, et je reviendrai sur les solutions ensuite, mais c'est donc à la fois juste et utile. Voilà, exactement comme doit être la défense du libéralisme, juste et utile, juste et efficace. Donc sur la peur, la peur, tout le monde surfe dessus. Thierry Breton qui nous pond son AI Act, qui est une réglementation qui n'a aucun sens. Il réglemente le vide. Il a pondu ce texte avant même qu'on comprenne l'utilité des modèles d'IA génératifs. Il y a plus de 10 lois et 20 règlements avec lesquels la CNIL est censée composer pour gérer l'IA en France. Par exemple, les sociétés de vidéosurveillance, qui peuvent demain rendre un service essentiel, sont complètement paralysées et tétanisées par les jugements de la CNIL parce qu'ils ne peuvent pas les prédire. On est dans le vide juridique total dans lequel surfent les politiciens qui vendent de la peur, on les connaît trop bien, le principe de précaution, l'insupportable façon dont on aborde toujours sur l'IA en France la question de ses enjeux, de ses risques. Mais parlons de son potentiel. Parlons du fait que ça peut être un extraordinaire outil d'émancipation de l'homme, de la nature, de ses contraintes, de ses démons. L'IA, potentiellement, si c'est bien géré, c'est une façon de se rapprocher du communisme sans renoncer au libéralisme, chacun selon ses besoins. Mais non, au lieu de ça, on parle de choses qui sont presque hors sujet en réalité, puisqu'on n'en parle nulle part ailleurs dans le monde. Les Américains ont innové, les Chinois ont copié, les Européens ont réglementé. Vous connaissez cette formule, elle est hélas bien vraie, quoi. Et quand on se plonge dans les AI Act ou le RGPD, c'est l'exemple même de la politique publique qui nous tire une balle dans le pied. Si vous ne pouvez pas collecter des données pour entraîner vos IA, vous ne pouvez pas avoir des IA. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'IA en Europe ? Parce qu'on a le RGPD. Parce qu'on n'a pas le droit d'entraîner des modèles d'IA pour qu'ils deviennent suffisamment compétents et performants. Alors vous allez me dire, ah mais attendez, on a Mistral. C'est de la flûte. Et là je vous le dis
Alors, je suis filmé là, Pierre. Non, mais attendez, on ne va pas se faire de la novlangue entre nous, quoi. Non, mais Mistral a un centième des moyens de OpenAI pour développer cette technologie. Ça n'est pas leur faire insulte que de dire ça. D'ailleurs, ils viennent de faire entrer leur capital ASML, qui est le leader européen de la cryptogravure mondiale, d'ailleurs, de données, de circuits imprimés. C'est par hasard, ils ont besoin de capitaux. On a besoin d'énormément de capitaux. L'IA, c'est des processeurs, du code informatique et des data. C'est ce mix de 3 éléments. Aujourd'hui, hélas, quand vous testez Mistral face aux autres logiciels du marché, il est très inférieur. Les résultats qu'il renvoie sont moins pertinents, il fait des erreurs, il élucide beaucoup plus. Pour vous le dire, je le teste tous les jours sur les sujets de nos clients. Et je le regrette, parce que moi je serais bien content d'utiliser Mistral. Mais le pouvoir français, comme d'habitude, s'est dit on va glorifier une boîte, ça sera l'héritier de la French Tech. D'ailleurs, ils ont complètement raté leur analyse. Ils ont vu l'IA comme la suite de la French Tech. Pour le pouvoir, en France, l'IA, c'est la continuité du digital, du numérique et de sa cohorte de labels, etc. En fait, c'est quelque chose de complètement nouveau et de complètement inédit et de beaucoup plus radical que même Internet, tel qu'on a pu le connaître, et le mouvement des startups. Et donc, je trouve que aujourd'hui, hélas, cette peur a généré un énorme retard dans notre culture et dans notre capacité à nous saisir de ce potentiel. Alors maintenant, je vais vous dire que, quand même, c'est mon 3e point, on est libéraux. Vous avez sans doute tous en mémoire le film Brasil de Terry Gilliam. L'IA peut être une sacrée menace pour nos libertés. Vous voyez, je fais le point et le contrepoint. Comme ça, à la Sciences Po, et à la fin, je vous dirai pas ce que j'en pense, comme ça, ce sera parfaitement hypocrite. Si, moi je vous dirai ce que j'en pense. Mais je vais vous donner quelques exemples de la relation entre IA et pouvoir. Aladdin est le logiciel d'IA de BlackRock. Donc BlackRock, c'est le principal fonds de gestion d'actifs dans le monde. Et c'est une IA qui, depuis maintenant longtemps, même avant l'IA générative, optimise les décisions d'investissement de BlackRock en fonction de millions de paramètres. La météo, les cours de bourse, les résultats publiés par les entreprises, des études conso, c'est extrêmement sophistiqué. Et ça drive en fait les couloirs d'investissement de cette boîte. Demain, on le voit déjà, en Chine, ils ont demandé à des IA de planifier l'invasion de Taïwan. Il n'y a aucune raison pour que la guerre ne soit pas menée par des IA qui sont infiniment plus compétents que des humains pour prendre les bonnes décisions tactiques et stratégiques. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas, dans la mesure où Magnus Carlsen, notre champion d'échecs en titre, a 2800 points Elo, et une IA bas de gamme disponible sur le marché le double. Quand Magnus Carlsen joue contre une IA qui se trouve dans un téléphone à dessous, il est écrasé. Alors comment peut-on penser qu'un général russe ou ukrainien demain pourrait se priver d'une IA pour être plus performant et aller plus vite que ses adversaires? Mais les adversaires aussi ont l'IA. Oui, ça va être la bataille des IA. Mais et je voulais y revenir parce que je voulais en parler dans mes solutions. Macron a déclaré en janvier à la conférence de Paris que la France s'interdisait d'utiliser des IA autonomes pour faire la guerre. Ok, on va parler, là je voulais quand même aborder le sujet des libertés et des risques sur nos libertés, mais si on renonce a priori à utiliser des IA autonomes pour faire la guerre, on renonce à notre souveraineté. Parce qu'un essaim de drone, une coordination des moyens sur le champ de bataille nécessite une autonomie de décision à la milliseconde. Je vois d'ailleurs que Dassault livre dans son nouveau Rafale des drones qui sont là pour protéger le pilote et qui prennent des décisions tout seuls pour couvrir l'avion, quoi. Donc évidemment qu'on a besoin d'armes autonomes. Donc des IA pour prendre des décisions politiques. Il y a une IA, je crois que c'est... alors là, il va falloir que vous me corrigiez. C'est dans un pays d'Europe de l'Est. Est-ce que c'est pas l'Estonie? Est-ce que c'est la Bulgarie qui a été nommée en charge des achats publics? C'est ça? Bon, à vérifier. Mais enfin, c'est une IA qui est responsable de la politique d'achat public, de la coordination des décisions d'achat, donc du prix, des modalités, de l'organisation des appels d'offres. En France, quasiment chaque administration, chaque collectivité locale a sa propre direction des achats. Il n'y a aucune coordination. Ils surpayent systématiquement, ils ne se coordonnent pas, ils n'ont pas de centralisation. C'est une immense gabegie. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'une IA en France gère les achats publics. Albanie, merci. Merci à vous. C'était le ministre, je crois, ils ont fait un ministre. C'est ça. Ils ont brandé ça comme ça. Ils l'ont appelé le ministre de l'achat public. Mais
il y a plein d'administrations ou de sujets, par exemple la gestion des fraudes. Aujourd'hui, il est bien évident que plutôt que de demander à une armée de fonctionnaires de surveiller des fichiers, il faudrait demander à des IA et on gagnerait une très grande efficacité fiscale. Ouais. Non, mais c'est quand même. non, bien sûr. On est libéraux, on n'est pas contre l'impôt, mais on est contre l'argent mal dépensé. Pourquoi avoir des centaines de gens qui scrutent si on a des piscines ou pas, alors qu'on peut demander à une IA de faire le job à leur place? C'est sûr. Et là, alors je vais revenir après sur ces éléments, mais ce que je voulais illustrer, c'est les relations entre IA et pouvoir. Des campagnes électorales, demain, seront pilotées par des IA, puisque en fait, vous pouvez descendre votre marketing électoral au niveau individuel. C'est ça la grande rupture de l'IA. Avant, on définissait des catégories plus ou moins précises, on descendait jusqu'à la communauté, parfois même au pâté de maison, parfois même à la famille. Aujourd'hui, avec l'IA, vous allez descendre dans une échelle individuelle. Donc j'enverrai sur TikTok, LinkedIn, YouTube, par mail, sur votre SMS, sur votre WhatsApp, exactement le contenu que vous avez envie de lire vous, maintenant, pour vous convaincre. Donc autant dire que l'efficacité de ces méthodes, qui est d'ailleurs bien documentée par Giuliano d'Empoli, il en parle dans ses 2 ouvrages, est absolument redoutable et de nature à faire changer l'opinion. Je vous recommande vraiment cette lecture assez littéraire et intéressante de ce politiste italien. C'est Le Mage du Kremlin et Les prédateurs. Les Prédateurs du Chaos. C'est pas Les Prédateurs du Chaos ? Mais quand vous assistez par exemple en ce moment à la préparation des élections municipales, vous voyez des sites créés par les Russes et les Chinois pour s'installer, pour commencer à influencer la décision de l'électorat à Béziers, à Toulouse, à Nîmes. Ils ont parfaitement compris qu'on allait entrer dans cet univers, on allait pouvoir guider l'opinion des gens grâce à cette quantité de données. Donc, pour revenir sur mon point, les ingénieurs du chaos, merci infiniment. Vous voyez, on coproduit cette conférence, c'est formidable. Merci à vous. J'ai quand même rappelé en introduction que j'étais un amateur. Hein, donc, Et après, c'est l'heure des prédateurs. Voilà, c'est les 2 titres. l'heure des prédateurs. C'est plus politique, là. Oui, exactement. Absolument. Donc, ce que je voulais dire sur ce sujet de l'IA et des libertés, c'est que ça pose la question quand même aiguë de la façon d'anticiper les menaces qui pèsent sur nous. Par un régime autoritaire, par le micro-ciblage, sans aller chercher un régime autoritaire, des campagnes d'information du gouvernement pour notre bien, se sentirait autorisé pour nous faire manger des fruits et légumes, nous nudger. Et c'est toute la thèse d'ailleurs de Koenig sur l'IA qui résume comme une menace existentielle pour notre libre arbitre. Donc ça pose la question des solutions sur lesquelles je vais revenir, et c'est ce que je voulais aborder, mais avant d'aborder les solutions, qui sont de 3 ordres, la rusticité, le droit à l'errance et les politiques publiques, ça c'est mes 3 solutions, je voulais quand même vous dire ma conviction, parce que je pense qu'il faut dans cette histoire avoir des convictions. Dans le film Matrix, la technologie sert à enfermer les gens, mais elle sert aussi à les libérer. C'est grâce à la technologie qu'ils se débranchent et qu'ils deviennent des résistants et qu'ils organisent la révolution, quoi. Les libéraux, ils ont toujours été du côté des hackers, de ceux qui piratent les lignes téléphoniques, qui testent les limites du système, qui vont pousser les choses dans leur retranchement. Le Chaos Computer Club, par exemple. Alors, hacker, white hat, si vous voulez, parce qu'on n'est pas là pour voler la propriété privée d'autrui. Mais cet esprit de pousser dans ses retranchements un système grâce à la technologie et d'utiliser la technologie pour s'en protéger. Donc, ok, la technologie est une menace, mais maîtrisons la technologie pour neutraliser cette menace. Et c'est tout le sens de mon manuel de survie à l'IA, c'est qu'il faut se l'approprier. Et ça, c'est un travail de responsabilité individuelle, c'est le travail de chacun de vous, c'est le travail des profs, c'est le travail des intellectuels, de tous à l'unisson dire allez-y à fond, quoi. J'ai fait une conférence là avant-hier auprès de directeurs marketing et directeurs de la com pour leur dire si vous voulez sauver votre business, il faut vous équiper de l'IA, revoir votre stratégie de ciblage, la façon dont vous faites vos bases de données, vos contenus. Et les gens étaient enthousiastes, m'ont posé beaucoup de questions, mais j'ai évidemment eu droit aux questions éthiques. Oui, mais quand même, est-ce qu'on a le droit, etc. Alors j'ai pudiquement répondu que ces questions seraient adressées par une autre conférence. Mais moi, je leur ai dit, de toute façon, mon job, c'est de vous dire d'y aller à fond. Parce qu'on doit s'approprier cette technologie qui est une extraordinaire opportunité de nous libérer
et d'aller plus loin en tant que personne et en tant qu'espèce. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais c'est bien gentil tout ça, mais quelles sont les solutions? Alors j'en ai 3 et puis je les soumets à votre sagacité. La première solution dont on parle assez peu, c'est de maîtriser la technologie sans en devenir l'otage. Donc moi je crois que dans ce nouveau monde où l'IA sera partout, où elle recouvrira notre réalité, de son intelligence, et que chacune de nos actions et de nos pensées sera accompagnée avec elle, il faut apprendre à nous débrancher. Il faut apprendre à vivre sans la technologie, il faut réapprendre l'absence de confort, il faut réapprendre à être dans la forêt, à faire un feu. Je vois qu'il y a des passionnés là. Dans une éthique un peu randienne, il faut apprendre à repartir de zéro et à maîtriser notre corps, notre esprit, notre santé, sans la béquille de la technologie, pour nous affranchir d'elle et pouvoir assumer pleinement notre liberté individuelle. Savoir lire un livre, par exemple, prendre le temps d'être... d'être... adepte des séminaires dans la campagne. C'est un délire qu'on partageait beaucoup avec Gaspard. Voilà. Parce que, alors lui, Votre point de rencontre. Je pense que savoir être libre, c'est aussi savoir être autonome. Et l'autonomie, ça s'apprend, ça se transmet, ça s'organise. Et dans une société hyper bureaucratisée, hyper réglementée comme la nôtre, c'est un savoir qui me semble indispensable. Demain, il y a une guerre, une catastrophe naturelle. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai suivi la formation catastrophe de la Croix-Rouge. Vous avez compris que j'étais sensible à ce sujet. Et dans la formation catastrophe de la Croix-Rouge, qui est dispensée partout en France, il vous explique dans le petit livret que quand il y a une catastrophe naturelle, inondation, incendie, de toute façon, vous serez livré à vous-même. C'est écrit dans le petit livret, là, qui est écrit pas par des libéraux, mais par des gens simplement bien intentionnés. Ils disent, voilà, les secours arriveront toujours trop tard. Vous devrez compter sur vous et sur votre préparation et sur votre organisation pour survivre, vous et votre famille. Donc, moi, je crois que c'est très bien. C'est le message de la responsabilité individuelle. Si demain, on devient l'otage de l'IA et qu'on ne peut plus bouger le petit doigt sans la technologie, le jour où il n'y a plus de technologie, parce qu'il n'y a plus de courant, parce que la technologie a été hackée, on est paralysé, on est comme des vers de terre, on est réduit à néant. Donc moi, je crois... alors, cette rusticité, elle est aussi intellectuelle. Lire des livres à l'ancienne et savoir être concentré, ne pas se faire voler son temps, mais ça vaut aussi pour les réseaux sociaux, par les écrans, garder une capacité à intérioriser. Je pense que ça, c'est autant d'outils de la liberté. Voilà, ça c'est ma première solution. Stage de survie pour tout le monde. Ma deuxième solution, c'est le droit à l'erreur, garder le contrôle de l'IA, c'est sans doute admettre qu'elle ne fera pas tout parfaitement. Donc dès lors qu'on pense que l'IA fera tout parfaitement et qu'on peut lui faire une confiance aveugle, je pense qu'on perd notre liberté. Et je pense qu'il faut qu'on veille à deux moments par rapport à l'IA. C'est le moment de l'impulsion vitale. Quand vous lancez un objet dans l'espace et il n'y a pas de friction, donc il suffit d'avoir une impulsion pour qu'il traverse des galaxies, quoi. Quand vous lancez une IA sur un sujet, vous avez une impulsion initiale qui peut ensuite être prise en main par une série d'agents qui vont exécuter une tâche complexe et l'amener vers une réalisation. Alors ça peut être juste répondre à la question que vous posez, ça peut être construire un modèle Excel, ça peut être construire un business plan pour votre société, ça peut être coordonner une somme de tâches complexes qui vous dit c'est une solution. Mais de plus en plus, l'humain aura ce rôle d'impulsion vitale initiale et il se réduira à cela. Mais c'est un rôle essentiel. C'est le rôle de la première énergie qu'on donne à l'IA avant de s'orienter dans une direction. Et ensuite, il y a le contrôle de sa trajectoire. Parce que je lance mon objet dans l'espace, il part traverser les galaxies, est-ce que sa trajectoire me convient ? Donc je ne vais pas influencer sa trajectoire parce qu'elle est autonome. Si je me pique de vouloir la micro-gérer, je perds tout son bénéfice. Puisque par définition, je ne sais pas le chemin que prendra l'IA pour résoudre le problème que je lui adresse. Mais cependant, je dois garder le pouvoir de contrôle sur sa trajectoire. Donc moi je milite pour qu'en toute chose, par exemple dans un diagnostic médical, dans l'organisation demain des achats publics par une IA, dans des systèmes d'armes autonomes, on veille à conserver l'impulsion vitale et le contrôle de la trajectoire, qui peut s'opérer comme des audits, des résultats tout simplement, on sait faire, ça c'est pas un travail très compliqué. Est-ce que l'IA
produit ce que j'ai envie qu'elle produise. Et est-ce qu'au début, c'est bien moi qui suis à l'origine? Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est pas l'IA qui est en train de nous orienter pour nous faire croire que nous sommes à l'origine? Bon. En tout cas, je pense que ça, c'est une hygiène pour rester humain, tout simplement, et préserver notre liberté. Parce que notre libre arbitre, notre liberté de choix, qui est quand même la chose qui nous importe le plus à nous, libéraux. Et puis enfin, il y a mon troisième solution, c'est les politiques publiques. Et les politiques publiques, elles sont de deux niveaux. Il y a un premier niveau que j'appellerais le socle. Un socle qui est composé de deux éléments. La maîtrise des data et une culture IA. La maîtrise des data, c'est ce que propose Pierre Biantata dans son étude remarquable faite pour Génération Libre il y a quelques années, qu'il est revenu présenter l'autre jour à notre commission LR. Il faut que nous reconnaissions notre droit de propriété des données individuelles qui nous appartiennent. Aujourd'hui, en droit positif, il n'existe pas ce droit. On a un droit de propriété intellectuelle, mais les données qu'on génère, par notre mouvement, notre action, ne sont pas considérées comme notre propriété. C'est comme ça. Donc il faut que ça le soit au niveau européen, et qu'ensuite ces données soient monétisées, ou en tout cas qu'elles soient valorisées par ceux qui les utilisent. Donc les plateformes qui les utilisent pour former leurs modèles, les réseaux sociaux qui sont en réalité des IA aujourd'hui, qui sont d'ailleurs même plus sociaux du tout, puisqu'on y va et on consomme un flux. Donc ces données, on doit être payés, nous, utilisateurs, pour leur usage. Et ça aura pour conséquence immédiate de faire fuir un certain nombre d'acteurs qui ne voudront pas les payer. Mais c'est pas grave. Je pense que la France peut se passer de TikTok. Mais on ne va pas interdire TikTok. Moi, j'ai vu que les Australiens avaient interdit TikTok. Ça, c'est pas notre boulot d'interdire. Et puis ça sert à rien, et puis les gens iront se connecter par des VPN, et puis de toute façon les trucs d'interdiction, bon, enfin, ça... Même les spécialistes d'ailleurs, standards, il y avait une discussion il n'y a pas longtemps, ils disaient la même chose. Ils disaient en fait, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt d'interdire l'accès. Parce que c'est contourné, enfin, il y a plein de stratégies d'évitement, voilà, ça n'a aucun effet. Et la deuxième idée sur les data que je voulais partager avec vous, c'est un marché des données, mais qui exige pour fonctionner une interopérabilité. Donc il faut créer un GSM de la data européen. Alors pour une fois que la Commission européenne fait un truc bien, elle a appelé ça les data space, qui sont en fait une norme de partage des données santé, mobilité, énergie, publiques, générées par les collectivités locales, le gouvernement, les grandes entreprises publiques. Ces données, il faut savoir les partager avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, et créer de grandes bases de données qui seront monétisées, d'abord à l'écosystème européen, qui veut entraîner ces IA et les mettre à disposition, créer des usages, demain auprès du marché global. C'est une source de revenus et c'est une source de développement pour notre écosystème. Les Américains l'ont très bien fait. Hein. Ils ont lancé la semaine dernière le projet Gemini. Peut-être Nathalie t'a vu parce que tu y étais. Hein. C'est génial. Enfin, c'est centraliser toutes les données de l'État au service de l'accélération de la science avec l'ordinateur quantique. Donc la vision, c'est on va accélérer le progrès technique et scientifique dans une proportion inédite en créant un immense stock de données qu'on crunchera avec le quantique. Alors ils décrivent ça dans la presse comme l'équivalent du projet Manhattan. Alors il y a peut-être des effets d'annonce, donc je prends des petites pincettes là. Moi ça m'a excité parce que ce genre de truc me plaît, mais vous avez raison, il faut quand même regarder en détail. N'empêche que... Non, vous avez raison. Mais je pense que l'idée que les datas sont le socle sur lequel on forme les IA et qu'on doit le maîtriser me semble absolument essentielle. Après, vous avez la culture. Il y a seulement 10% des entreprises françaises qui aujourd'hui ont lancé des projets IA structurés, contre 30% des entreprises allemandes, 40% des entreprises américaines. Les Allemands déploient dans tous les lands des formateurs, qui sont des boîtes de conseil privées, qui ont été mandatés pour aller voir toutes les PME du Mittelstand pour les former. Donc il faut que, et là c'est ce que je vous disais sur s'emparer de la technologie, il faut que dans les programmes scolaires, dans les entreprises, dans les administrations, dans les parcours de formation des ingénieurs, l'IA soit absolument centrale, pour tout simplement qu'on adopte cette culture dans notre pays. Je regarde si je n'avais pas une idée de plus à vous partager là-dessus. Pour l'essentiel, c'est ça. Donc ça, c'est le socle. Le socle, c'est maîtriser la data et avoir une culture.
Et j'en arrive ensuite à la partie plus proactive, qui est l'innovation et le rôle de l'État. Donc l'Irlande est une zone franche d'accueil des IA aujourd'hui. C'est quasiment free of charge désormais, et l'IS est réduit à 10% pour les projets IA après 5 ans. Donc c'est une folie, quoi. Mais il n'y a pas que les Irlandais, les Danois, les Néerlandais, les Anglais, alors n'en parlons pas, mais je ne les citais pas parce qu'ils ne sont plus dans l'UE, mais ont tous des politiques fiscales extraordinairement agressives pour attirer les investissements sur leur sol. Et d'ailleurs, la France s'est longtemps enorgueillie d'attirer la French Tech. En fait, c'est fini. Là, la dernière convention Choose France qui a eu lieu était un four où il y avait que des entreprises. Donc, il faut qu'on se rende attractif pour cet argent et pour ces investissements qui sont aujourd'hui complètement insuffisants. France 2030 prévoit un investissement de 3 pays pour un hauteur de 50-60 milliards d'euros pour créer des data hubs sur notre sol. C'est très insuffisant. Il faut beaucoup plus d'ambition. Ma proposition, et ça je ne sais pas si les Républicains suivront, mais c'est de créer une zone franche pour accueillir ces investissements dans notre pays, défiscaliser et supprimer toute forme de charge sociale pour les sociétés d'IA qui veulent se créer sur notre sol. Bref, faire de notre pays une destination extrêmement attractive en Europe. L'autre point très important, c'est la réglementation, et c'est même peut-être plus important que le point fiscal. Suspendre le RGPD et les AI Act immédiatement, pour une durée de 3 ans, pour expérimenter la recherche et le développement de solutions en dehors de cette législation. Et au bout de 3 ans, on fera un bilan. Peut-être qu'on apprendra des choses, peut-être qu'il faut savoir avoir l'intelligence de s'adapter au réel, mais dans l'immédiat, il faut tout de suite libérer le potentiel de la recherche et de l'exploration. C'est ce que je vous disais de mon point de vue au début à propos des OGM. Il fallait se donner la possibilité d'explorer. Il faut se donner la possibilité d'explorer les potentiels de l'IA et donc suspendre ces réglementations qui nous en empêchent. Ça, c'est pour la partie innovation. Et ma dernière proposition de politique publique, c'est le rôle de l'État. Donc, dans France 2030, Bruno Bonnell, puisque c'est à lui qui a été délégué cette tâche, pour laquelle il est parfaitement incompétent, a alimenté plus de 800 projets différents de toute taille. Donc, j'imagine qu'un tiers d'entre eux doivent être ses cousins, ses amis. D'abord, c'est du saupoudrage, donc ça n'a aucun sens. Ensuite, c'est une sortie de piste complète du rôle de l'État, qui n'est pas d'investir ou de soutenir par des subventions des projets plus ou moins loufoques. Donc moi je propose que l'État passe commande publique sur l'IA dans le domaine de la défense, et en particulier dans la défense, l'ordinateur quantique. Ça renvoie au point sur les armes autonomes. Si on veut être plus rapide, si on veut avoir une IA qui au moins tienne la route par rapport à ceux de nos concurrents, il faut qu'elle soit derrière soutenue par les capacités de calcul du quantique. Et ça tombe bien, il y a en France un certain nombre d'entreprises qui savent le faire, exactement dans l'esprit de ce que fait la DARPA aux États-Unis. On peut imaginer les soutenir et en profiter pour s'équiper. Donc là, ça serait une façon de faire de l'IA intelligente pour l'État. Cryptographie, analyse et planification militaire, drones de combat. On a Parrot en France, on a plein de fabricants de drones qui ne demandent que ça. Et puis le deuxième sujet, c'est sa propre réforme. L'État doit utiliser l'IA pour réduire massivement ses coûts. Je vous citais le sujet de la gestion des fraudes, des politiques d'achat public, la distribution des aides sociales. N'a aucune raison d'être fait par des humains. Aucune. Mais souvenez-vous, c'est un quart du budget des aides sociales, c'est distribuer des aides sociales. Qui d'ailleurs, en plus, sont une chose, on pourrait y revenir, mais parfaitement choquante, parce que, on va parler de ça maintenant, mais... Oui, c'est des gens qui travaillent pour l'administration. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ça. Et c'est mal fait en plus, puisque je crois me souvenir qu'une personne titulaire du droit au RSA ne le réclame pas sur 2, soit par fierté, ce qui est tout à fait compréhensible, les gens ont leur amour-propre, soit par ignorance. Donc en réalité, ça renvoie au sujet des aides sociales en général, mais déjà on pourrait décider que l'IA s'en occupe. Il y a quand même un tiers d'hallucination dans l'IA, donc si on envoie des aides sociales une aide sociale sur 3 est envoyée à n'importe qui au hasard, c'est quand même un petit peu gênant. Non? Ah ben oui, je suis d'accord avec vous, il faut que ça marche bien. Oui, c'est ça, ouais. Mais par exemple, on a reçu la société Inetum qui a équipé plusieurs commissariats en Espagne d'IA
pour simplifier la procédure de dépôt de plainte, des mairies pour simplifier l'attribution de titres, de permis de construire par exemple. On peut diviser par 5 les délais d'attribution des permis de construire grâce à l'IA dans une mairie donnée. Donc quand vous entrez dans n'importe quel town hall en France, c'est la révolution en puissance, quoi, en termes de qualité du service public. Et c'est là que, en plus, ce que je trouve formidable pour nous, c'est la belle surprise, c'est qu'on peut à la fois, avec l'IA, arguer qu'on va améliorer le service public, réduire les dépenses et moderniser notre écosystème, parce qu'évidemment, ces solutions, pour moderniser nos hôpitaux, pour moderniser nos services publics, il faut les acheter dans l'écosystème européen. Ne serait-ce que pour garder le contrôle. Et là, c'est peut-être, dans un premier temps, en tout cas, ce que j'aurais tendance à préconiser. Une fois que cet écosystème existera, on se tournera vers une compétition globale, parce que c'est là que se trouve la création de richesses. Mais dans un premier temps, on a besoin de se protéger un peu, parce que sinon, ils vont tous acheter Microsoft. Et d'autre part, voilà. Donc l'équipement de l'État pour sa propre transformation et sa modernisation. Je crois que je suis arrivé au bout de mon exposé en vous faisant part de ces 3 solutions et de ces constats. J'espère que j'ai été clair. Merci Édouard. Tu as été plus que clair, tu as été passionnant et je suis sûr qu'il va y avoir des questions. Allez Pierre, et puis après on passera à Nicolas. Passionnant, bravo, merci. Ah Nicolas est là. Non, mais ça va Nicolas, vas-y. On sent que tu brûles de poser ta question. Non, parce que j'avais dit Pierre et puis après Nicolas. Pierre, s'il te plaît. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur à peu près tout, et notamment sur le fait que notre rôle va être, et est déjà celui de l'impulsion et du contrôle de la trajectoire. Mais pour l'utiliser nous-mêmes et pour en discuter notamment avec des cabinets d'avocats, on commence déjà à se heurter à un problème. C'est que pour pouvoir impulser l'idée et contrôler ce qui en sort, il faut avoir un certain nombre de compétences déjà sur le sujet qu'on traite. Et le fait de faire ça aujourd'hui commence à remplacer les couches de juniors dans les cabinets et qui du coup nous ne pourrons jamais accéder à la couche de compétences nécessaires à l'utilisation. Et donc on n'a pas trop de solutions. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, quelle solution on pourrait avoir pour contrer ce problème. Pour être franc, je suis très triste pour les jeunes qui sont entrés sur le marché du travail en 2019-2020 parce qu'ils auront connu le Covid, la guerre, l'inflation, l'IA, quoi. Donc c'est la boucherie, quoi. On est dans une phase de transition du capitalisme sur ce sujet, où pour l'instant c'est la course aux suppressions d'emplois de juniors. L'année prochaine, par exemple, dans les budgets, que ce soit des grands cabinets de conseil, d'avocats, d'expertise comptable, on verra apparaître la courbe en drapeau, c'est-à-dire peu de juniors, peu de gens très chers, donc directeurs et très qualifiés, beaucoup de gens intermédiaires, qui offrent le meilleur rapport qualité-prix pour se combiner avec l'IA. Et donc voilà, c'est ça qu'on va voir apparaître dans les sociétés du tertiaire, mais peut-être même dans d'autres secteurs. Et j'ai tendance à croire que c'est un raisonnement à courte vue, parce qu'il faudra bien former, accompagner, et je pense que ça sera un investissement à consentir. Donc le recrutement de juniors, demain, se lira autrement. On acceptera de recruter des improductifs pendant 2-3 ans, pour tout simplement leur permettre un jour de prendre le relais. Mais Bibot le dit très bien, le professeur de médecine, il est passionnant là-dessus, il parle des diagnostics sur les images, sur l'imagerie médicale. Il dit aujourd'hui l'IA détourne beaucoup mieux les tumeurs que l'humain dans ces images. Et donc pourquoi passer par un radiologue? Pourquoi passer par un interne à qui on apprend de faire ça? On demande à l'IA. Sauf que son point de vue, c'est que d'ici 2 générations, on aura oublié le geste. Donc on aura oublié comment faire le bon diagnostic. On sera complètement dépendant de la machine. Autonomie, voilà. Et la machine sera là pour nous apprendre comment on doit faire. Et puis une machine, comment on fait? Bien sûr. C'est le problème de l'autre Donc il y côté. a toujours au moins un humain qui... Ça renvoie effectivement au mon point sur la rusticité, l'autonomie. Le recrutement de juniors sera une des conditions de l'autonomie de choix. Alors Nicolas, Merci, pardon Pierre, j'ai juste entendu mon nom et je suis... Alors,
Je ne sais même pas comment poser la question parce que ça fait 5 ans que je me pose beaucoup de questions sur l'IA et que je lis des livres, mais je ne me suis encore jamais servi de l'IA que je sache. Parce que ça me fait peur et j'ai pas confiance. Et à chaque fois que les gens m'ont présenté des résultats IA, il y a toujours un problème, il manque toujours quelque chose et il manque l'esprit critique humain. Alors, je pourrais poser un millier de questions, mais je vais juste poser des questions au point de vue éducation. Alors, premièrement, je ne sais pas si je suis entièrement d'accord qu'on puisse dire qu'il y a le professeur dans la poche. Parce que les livres ont toujours existé, et pour un professeur, qu'est-ce qu'il apporte? On peut en parler beaucoup. Le professeur apporte de l'empathie, apporte de la passion, apporte de l'encouragement. Est-ce que l'IA est encore capable de faire ça? Est-ce que je suis juste un dinosaure qui récupère ses rentes tous les mois, qui va être remplacé par l'IA? Je ne crois pas. Mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. D'autre part, du côté de l'étudiant, j'ai très peur parce que la grande garderie, encore une fois on parlait à Lisa, la grande garderie ne s'arrête pas à l'âge de 18 ans et j'ai énormément de collègues qui anticipent leur retraite parce qu'ils en ont marre de faire semblant d'enseigner à des étudiants qui n'écoutent pas, qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire à l'âge de 22 ans, qui ne savent pas porter un regard critique sur les idées, qui se servent de l'IA pour des résumés et pour écrire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer à l'examen oral, mais avec 100, 120 étudiants, ça devient un peu difficile. On peut passer au niveau master, voire même doctorat, à l'examen sur table. Mais c'est pas très intéressant parce qu'on veut normalement créer de la recherche. Et j'ai bien peur. Alors, peut-être qu'il faut tout simplement repenser l'idée de l'intervention de l'État dans l'éducation, que l'éducation maintenant n'est plus un système d'éducation, mais un système de diplôme, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai très peur de l'IA et j'ai adoré votre premier commentaire randien. Cette idée qu'on est en train de créer, je crois, une génération d'imbéciles qui n'est pas capable de réfléchir. Alors, ils sont capables de faire des choses que je ne peux pas faire. Ils sont incapables de réfléchir, ils sont incapables de lire une carte. Pas toi, Ida, ne t'inquiète pas. Ce qu'elle y a fait pendant que tu... Voilà. Exactement. Voilà, ça va filer. Et alors, j'ai très peur de cette perte d'autonomie, cette perte de capacité critique. Suis-je tout simplement un dinosaure et un ludique? Vous avez le droit de le dire, mais c'est des choses qui m'angoissent, qui me font très peur. Qu'en pensez-vous? Merci de votre question et de votre intérêt. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire. Il faut résoudre ce problème que vous soulevez en acceptant deux postures antagonistes. Il faut accepter à la fois d'être extraordinairement technophile et engagé dans la technologie et son fonctionnement, et en même temps de s'en défier et de se préparer à ce qu'elle devienne notre ennemie et à fonctionner sans elle, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que société, quoi. Et les deux en même temps. Et je vois pas comment, en fait, ne faire que l'un. Parce que si vous renoncez au potentiel de la technologie pour enseigner, pour transmettre, pour faire de la recherche, évidemment, vous vous privez de... Si vous n'êtes que technophile et que vous ne jurez que par l'IA et vous vous exposez, vous réduisez votre liberté. Donc je pense qu'il faut être les deux en même temps. Il y a de nombreux pays, comme en particulier la France, peut-être plus que les autres, mais de nombreux pays européens se sont engouffrés dans l'informatique et Internet pour mettre ça à l'école, à toutes les sauces, dès l'école primaire, de la maternelle, alors que les pays qui réussissent le mieux dans l'éducation de leurs élèves, et qui sont les pays les plus technophiles, je pense à Singapour, le Japon, en fait préservent leurs enfants, leurs élèves, de l'informatique, de l'Internet, de tout ce qui est digital, des écrans en général, jusqu'à un certain âge. Et en fait, c'est un problème de moment, je pense, et un problème de niveau d'éducation. On peut éduquer des enfants à la liberté, à la survie, voilà, dans une optique, voilà, on doit pouvoir se défendre, faire un feu, etc., jusqu'à un certain âge, tout en leur disant l'intelligence artificielle existe, on ne pourra pas s'en passer, vous ne pourrez pas vous en passer. Mais c'est sans doute une question de moment. Moi, je suis maîtresse d'école, donc j'ai des petits-enfants, petits élèves. Je n'ai pas l'impression que mon rôle soit véritablement remis en cause pour l'instant par l'intelligence artificielle, parce qu'un élève de 8 ans, de 10 ans, pardon, mais si je mets devant un ordinateur tout seul, il ne va rien se passer. Plutôt, il va se passer des choses pas très positives. Donc, je pense que voilà, jusqu'à, je sais pas, 14, 15, 16 ans, il faut peut-être les préserver de ça pour leur apprendre autre chose, des choses très concrètes, faire la cuisine, gérer un budget, enfin des choses qui
sont peut-être plus basiques, et puis passer à ces technologies-là un peu plus tard. Mais qu'est-ce que nous laisse l'IA en fait en tant qu'espèce? Elle nous laisse la relation à l'autre. Oui. Et elle ne pourra jamais se substituer à la relation qu'on a entre nous, commerciale, artistique, affective, éducative. Donc ça, c'est l'apanage, je pense, profondément de ce qui va rester à l'humain, c'est cette capacité à créer des relations. Et faire naître du coup cette fameuse impulsion vitale de la relation. Ensemble, nous décidons que l'IA fera. Et donc je suis d'accord avec vous en fait. Quand j'ai dit que le professeur dans la poche, c'était un raccourci pour expliquer le potentiel éducatif de l'IA, mais en aucun cas je n'ai dit, je crois, que l'IA devait remplacer les professeurs ou les... J'ai peur que la France, comme souvent, s'engouffre dans cette nouvelle mode, brèche, je ne sais pas comment le dire, d'intelligence artificielle pour la mettre à l'école, dès la maternelle, comme elle a fait avec... Je pense qu'il faut, moi, mon opinion, c'est ce que défend Génération Lille depuis des années, c'est qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais bon, moi, c'est mon opinion. Je pense qu'il faut protéger les enfants jusqu'à un âge avancé de... C'est pas à l'État d'interdire... Oui. C'est pas à l'État d'interdire aux parents de mettre éventuellement, s'ils considèrent que pour leur enfant c'est important, et il y a des enfants pour lesquels ça peut être bénéfique. Oui, parce que le réseau social n'est pas synonyme de toxicité ou de pourriture du cerveau. Il y a des choses qui se passent, des choses positives qui se passent sur les réseaux sociaux. En fait, mettre un enfant de 9-10 ans sur un réseau social, c'est quand même complètement irresponsable. Non, mais par exemple, moi j'ai un fils qui aime dessiner. Mais c'est vrai que c'est le boulot des familles. Il y a des petites vidéos pour apprendre à dessiner les animaux, etc. Il est passionné de ça. C'est à moi de contrôler en tant que mère le fait qu'il n'aille pas, je sais pas quoi, cliquer sur la vidéo d'après et qu'il voit des choses pornographiques. C'est aux parents de prendre... Hélas, les parents ne le font pas du tout. Ça, je sais bien, mais c'est un problème d'éducation des parents. C'est pas l'État qui doit dire aux gens ce qu'ils font avec leurs enfants. Enfin, ou alors on est plus libéral. Non mais pardon, mais si on confie à l'État, parce que par ailleurs, encore une fois, il y a 10 ans, l'État a mis les enfants devant les écrans. Donc le même État qui peut interdire quelque chose peut faire exactement le contraire 10 ans plus tard. Donc c'est quand même une question d'éducation profonde, fondamentale des parents et de leurs enfants. C'est pas à l'État de décider ce que les parents doivent faire voir à leurs enfants. Je suis d'accord avec vous sur le fond. Après, je pense que il faut qu'il y ait une autonomie intellectuelle et culturelle et relationnelle qui soit acquise par les adultes à venir pour faire face à l'IA. Et cette autonomie, elle se gagne en lisant des vrais livres, en ayant des vraies conversations avec d'autres êtres humains. On regarde les programmes scolaires, c'est le même État, donc vous attendez qu'il fasse la police pour les réseaux sociaux, qui a supprimé de toutes les listes à l'école, Victor Hugo, Molière et Maupassant. Donc cet État, comment peut-on attendre de cet État-là qu'il fasse un bon boulot sur les réseaux sociaux alors qu'il fait n'importe quoi à l'école? Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire, c'est surtout ne rien confier à l'État, et surtout pas l'éducation des enfants. Et d'ailleurs, pour rebondir, apparemment, c'était les chiffres de Nicolas Bouzou, qui fait pas mal de trucs sur tout ce qui est innovation technologique, et visiblement, il y a un ralentissement de l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, c'est la bonne nouvelle. Oui. Donc ça veut bien dire que malgré tout ce qu'il peut y avoir de pas bien, il y a un moment donné, ça fait quand même pas mal d'années qu'on expérimente, et il y a bien effectivement des gens qui se lassent des réseaux sociaux. Donc moi c'est pareil, je pense que c'est pour la même raison qu'on ne peut pas interdire l'IA, on ne peut pas interdire les réseaux sociaux, je pense que c'est contre-productif. Par contre, effectivement, je pense que là où il faut miser, c'est effectivement sur l'éducation. Et c'est là où, pour avoir essayé l'année dernière, d'ailleurs Elia, qui est toujours sur son téléphone, mais bref, on a fait une conférence justement sur l'IA et l'éducation, et c'était intéressant parce que c'était pour essayer de déstresser les parents sur le fait, parce que leurs enfants en fait sont beaucoup mieux informés déjà qu'eux, et puis l'école, et on voit bien qu'il y a quand même cette maîtrise de l'IA, et en fait on avait envie d'impulser l'idée qu'il fallait peut-être avoir une approche plus systématique sur, par exemple, apprendre à écrire les scripts comme il faut, parce que les gens les écrivent pas tous formidablement, et que c'est quand même ça la clé pour avoir une bonne utilisation. Bon, j'ai pas l'impression que ça infuse beaucoup. Moi, c'était vraiment je pense que la clé, une des clés en tout cas, c'est celle-là, c'est de l'avoir systématiquement à l'école, pas pour
effectivement, pas pour l'utiliser, mais pour dire, si vous voulez l'utiliser, il faut apprendre, en fait, et ben, en plus, ça peut... voilà, non, mais ça peut aller de concert, justement. Ça peut aider au concert. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est quand même assez clé, et on ne progresse pas tellement sur cette question. Pourtant, je pense qu'au collège, c'est le bon moment pour les saisir, parce qu'effectivement, je pense qu'avant, c'est plutôt nocif, mais après, ça devient clé. Madame. Juste une petite remarque. Je suis moins optimiste que vous sur la notion de l'empathie. L'IA fait preuve d'une empathie absolument extraordinaire et justement devient un concurrent à une mère, enfin une espèce de, quand les enfants se livrent aux réseaux sociaux ou à l'empathie de cette IA, ils les oublient justement le côté humain. Et la grande difficulté comme aujourd'hui, c'est pas uniquement d'avoir des jeunes qui n'ont plus de niveau intellectuel, un manque de raisonnement, de capacité de synthèse, analyse qui disparaissent, etc., mais aussi une fragilité émotionnelle extraordinaire. Parce que s'ils sont dans un monde parfait, et le monde des humains, mais justement, il est imparfait, et il y a une rugosité qui ne supporte plus, et ça nous fait des gens criminels. Ça veut dire l'explosion de la criminalité chez les jeunes, qui est extrêmement inquiétante, parce que justement, ils n'ont plus l'expérience de la relation humaine vraie. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète encore beaucoup plus que les problèmes intellectuels qu'on a évoqués et qui sont réels. Donc le choix, c'est d'essayer, enfin moi je travaille beaucoup avec l'IA, avec mes étudiants, mais sans avoir d'idées préconçues, pour comprendre comment ils fonctionnent et comment les choses fonctionnent. Une phase d'observation, mais à laquelle je n'ai pour l'instant, je n'ai pas de solution à apporter. Enfin, c'est simplement de l'observation et beaucoup d'humilité, et avec le sentiment qu'effectivement, il y a des gens qui l'utilisent de manière très diverse en fonction de leur solidité, de leur socle, si on peut l'appeler comme ça, solidité éducationnelle, solidité émotionnelle, etc. C'est très intéressant ce que vous dites, et d'ailleurs, on le voit dans les statistiques de rencontres, dans les premières rencontres adolescentes ou les formations de jeunes couples. Les gens ne se rencontrent plus dans le monde réel parce qu'ils n'osent plus franchir le Rubicon. Donc, par exemple, Tinder. Allez, je vous le dis parce que leur modèle économique ne consiste pas à organiser un rendez-vous, mais consiste à ce que vous passiez le plus longtemps possible sur l'application. Parce que c'est là que, quand vous êtes un homme, c'est-à-dire 80% des utilisateurs de Tinder, vous payez. Donc, vous achetez pour activer vos radars à conquête, etc. Et ça peut vous coûter une fortune. Hein. Donc le but de Tinder, c'est que vous passiez le plus de temps à espérer rencontrer quelqu'un. Et alors pour aller jusqu'au bout de la déception, quand même les gens se rencontrent, ils n'ont pas de relation sexuelle. Donc c'est vraiment la réalité de notre société, c'est que les gens en fait ne se rencontrent plus, ne s'aiment plus, n'ont plus de rapport charnel, parce qu'ils sont englués dans des écrans. Donc moi, je prends votre objection sur la mesure historique de Génération Libre à 16 ans pour les réseaux sociaux. Je pense que Nathalie pourra l'abroger, puisque c'est notre présidente désormais. N'empêche que je trouve que votre point est très juste, parce que je ne sais pas comment on peut éduquer les gens à retrouver en fait des rapports humains normaux, alors que je pense que c'est la clé pour préserver nos libertés face à l'IA. Donc on est mal parti. Vous dites ce que vous conseillez là, il vous écoute sur tout ce que vous avez dit là, vous avez vraiment... ça c'est programmatique. Oui. Mais c'est très perfectible. Hein. Et, c'est parce qu'il y a des points sur lesquels vous allez très loin, et il me semblait que vous étiez un peu timide parfois sur le plan du libéralisme. Donc, non. Ah, donc vous trouvez que je suis timide dans le... Non, LR. Ah, LR. Non, mais... LR est souvent fait machinaire. Ils m'ont demandé mon avis sur l'éducation. Moi, je vais vous dire... J'ai l'impression de faire un tabac avec la proposition de chèque scolaire, etc. Bon, ils m'ont carrément écarté, en fait. Mais je vais vous dire, sur le fond, ce que je trouve nécessaire, c'est pour ça que je me suis engagé dans cette commission, dans ce parti, qui reprend seulement en partie nos idées, hein, seulement en partie, c'est que je pense qu'il faut faire de la technologie un sujet central du débat public. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans la bouche des candidats à la prochaine élection présidentielle le mot IA. Ils le déclinent à toutes les sauces. Ce que je veux comprendre, c'est comment on va s'adapter à cette nouvelle donne et en parler, et que ça fasse partie du débat démocratique, et qu'on s'interroge, là, le genre d'échange qu'on vient d'avoir là, sur les relations entre les jeunes et la question de démographie. Hein, je trouve qu'il faut l'avoir publiquement. Et aujourd'hui encore, c'est traité comme un sous-sujet. Ils nomment des secrétaires d'État au numérique parfaitement insignifiants, qui n'ont aucun point politique.
On propose là dans notre projet que ce soit un ministère de référence, qu'il y ait des attributions larges, qu'il y ait un DSI pour piloter tout l'État. Qu'il y ait un interventionnisme délirant et de nouveau cette idée de subventionner telle ou telle entreprise et qui sera parce qu'à partir du moment où l'État s'empare d'un sujet, ça finit comme ça. Là, je parlais des institutions. Alors, on a Elia qui voudrait poser une question aussi à côté. Moi, j'en ai deux et il nous reste peu de temps. Alors, vas-y. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que, vu que tous les métiers intellectuels seront remplacés par l'IA, ça ne serait pas la revanche du manuel, un retour aux fondamentaux déjà. La robotique arrive. Alors, sauf s'il y a la robotique qui arrive. Mais ce que vous avez dit au début, c'est quelque chose qui est vraiment, que je trouve très pertinent, c'est que en fait, le besoin fondamental de l'humain, c'est quoi? C'est de savoir trouver de l'eau, faire un feu pour se réchauffer, puis chasser un sanglier ou quelque chose pour manger, quoi. En fait, c'est nos besoins fondamentaux, et ça, on a tout oublié, quoi. On sait plus faire. Se protéger. Ouais, se protéger. Et ma question, c'est est-ce qu'il n'y aura pas un retour justement manuel, un menuisier, un artisan, quelque chose, quelqu'un que l'IA ne pourra pas faire tout simplement. Et puis par rapport aux relations humaines et à l'empathie, moi je pense que le système éducatif est en cause. Lorsque vous prenez un humain depuis l'âge de 10 ans, vous le mettez dans un tunnel où il va passer ses journées en fait à étudier, à être sur un bouquin, à intellectualiser les choses, et il n'apprend plus à sortir dans la cour, jouer au foot, à se battre avec ses congénères, je ne sais pas, à faire des conneries comme le film Petit Nicolas, en fait, comme beaucoup de gens ont grandi comme ça. Je pense que les nouvelles générations, je le vois aussi, l'écart. Donc j'ai commencé à voir déjà par ma génération, ils étaient incapables d'aller vers l'autre et dire une simple, un truc simple, prendre un verre après le boulot, incapable. C'est comme si le logiciel n'était plus installé. Le nombre de coups de fil a drastiquement chuté dans le monde professionnel, parce qu'aujourd'hui, passer un coup de fil, c'est perçu comme une agression. Avant, passer un coup de fil, comment ça va? C'était même plutôt sympa, quoi. Aujourd'hui, c'est perçu comme du harcèlement. Il y a un problème, pourquoi tu m'appelles? Je suis en retard. Elia. J'ai une petite question, merci pour la présentation. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation des œuvres qui sont donc dans le domaine privé, qui ne sont pas du tout dans le domaine public, notamment les œuvres d'art, ou même les vidéos en général, l'utilisation des films, pour entraîner les IA génératives ou les IA en général. Et aussi l'utilisation des doubleurs, notamment on a un gros mouvement en France des doubleurs français qui s'opposent à l'IA, parce qu'on utilise leur voix pour entraîner des robots, par exemple pour la voix de Mickey, pour la voix de Shrek. Ils vont utiliser la voix des doubleurs français. Est-ce qu'on ne devrait donc pas monétiser la voix d'un doubleur, monétiser notre voix en général? Comme ça, on pourra vendre notre voix à l'IA pour l'entraîner derrière. Ah oui, je suis absolument d'accord. Je pense que la propriété intellectuelle... Je pense que les gens qui créent des œuvres doivent passer des accords pour voir leurs droits reconnus quand ces œuvres sont utilisées pour entraîner des modèles. Et je dois dire que la nouvelle génération de LLM a fait des progrès en ce sens par rapport à Google, qui dans le passé s'en contentait de piller en fait l'ensemble de la presse et des maisons d'édition, sans demander rien à personne. Il a fallu près de 10 ans pour que les droits voisins soient reconnus et rétribués. Et là, OpenAI a fait des accords avec le New York Times, Le Monde en France. La question que vous soulevez, évidemment, il faut que... On va se taper des IA Le Monde. Ah non, mais ça, c'est un autre problème. C'est que... Non, mais si, il faut que diversifier les sources. Je peux en attester, parce que sur l'économie, moi, je l'utilise beaucoup. Et effectivement, je suis obligée de remettre sur le libéralisme le débat, parce qu'il sort très à gauche quand on leur demande un truc en économie. Très à gauche. Très mainstream. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais après, on voit qu'il y a la concurrence, puisque tu as Grok, qui fait son job. Après, je pense qu'il faut, savoir reconnaître ses droits dans le futur. Et le sujet des doubleurs, par exemple, ou même des scénaristes, est essentiel, quoi. Donc, c'est quoi, il faut aller au combat, quoi. C'est eux qui doivent... Alors moi, j'ai une question qui va avec, comme quoi on n'est pas ici de la même famille pour rien. Parce qu'en fait, j'ai un groupe qui est sur l'IA et là, ils m'ont demandé de participer à une réunion où justement, une de ces personnes, il s'appelle Vincent L'Orphelin, lui, il a toujours milité pour la sésémisation des droits. Donc est-ce que tu serais
en accord avec ça. Donc l'assassinalisation des droits, c'est voilà, dès que tu as un passage, une utilisation, paf, t'es rémunéré. Donc c'est un peu ça ton modèle. Oui. Il faut, pour te répondre avec précision, il faudrait que je creuse le sujet, quoi. D'accord. Mais en fait, c'est une bonne question. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme la SACEM, donc elle rémunérait la musique sur le droit de passage. Oui, tout à fait. Voilà. Et lui, son idée, c'était de reconnaître effectivement, ce que tu disais, de monétiser ta data, c'était effectivement d'avoir un modèle genre SACEM, peut-être avec une IA qui le fait tout seul, j'en sais rien, mais où effectivement et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui du point de vue du droit de monétiser nos... Rien. Rien. Non, c'est juste qu'il faut passer des accords et respecter la propriété des gens plutôt que de la piller. Mais ça nécessite... alors, il y a un énorme flou juridique quand même, hein. Il y a beaucoup de contentieux. C'est pour ça que dans les grosses boîtes françaises, par exemple le Crédit Agricole utilise Copilote, qui est une solution d'IA nulle. Mais Microsoft a déclaré que s'il y avait des conflits juridiques, ils payaient. Donc ils ont réglé comme ça le problème pour leurs clients. Ils ont dit si un jour il y a un problème de propriété intellectuelle, on paye. Donc on vous garantit que vous êtes discharged. Vous n'êtes pas, que vous ne serez pas suivi. Voilà, alors du coup, tous les grands groupes utilisent Copilote pour cette raison, mais ce qui n'est évidemment pas une belle solution, quoi. Et donc c'est un vrai sujet de fond de savoir comment on peut normaliser... Parce que ce qu'on va te répondre très facilement en tant que libéral, c'est comment tu veux que moi ou un petit groupe, on arrive à faire, on arrive à imposer à OpenAI ou à Microsoft de reconnaître notre droit de propriété. C'est peut-être là qu'il faut ressortir les sujets de blockchain, d'identification numérique des contenus, pour pouvoir... La personne dont je te parle de la sensibilisation, ça venait de la blockchain. En fait, c'est pour ça qu'au début, en fait, c'était d'utiliser la blockchain comme moyen d'encrypter, de reconnaître en fait tes droits. Et en fait, par le code, tu rétribuerais de façon automatique. En fait, tu changes le modèle de génération en fait de revenus, parce que dans un morceau de musique, tu vas aller encrypter les contributions de chacun pour déclencher un paiement, genre avec Ethereum par exemple. Mais ça n'est pas possible. Si tu fais un truc moyen entre Balzac et Zola, on ne reconnaît ni Balzac ni Zola absolument là-dedans, et donc il n'est pas possible de... Enfin, il n'y a plus d'ayants droit pour Balzac et Zola, mais il ne serait pas possible de rémunérer les ayants droit de Balzac et Zola, en l'occurrence, puisque le texte auquel on aboutit n'est ni l'un ni l'autre, et on ne peut pas remonter... ça, c'est à la manière 2 quand tu utilises à la manière 2. Non, mais quand tu fais quelque chose qui est un petit peu emprunté à l'un à l'autre, ce que fait l'IA, l'IA prend tous les tableaux de la Renaissance et tous les tableaux modernes même, et fait un tableau à partir de tout ça. Tu peux pas à partir du résultat que tu as obtenu, revenir à Klein ou à Mondrian, ou etc. Ah non, mais là, je vous ai raison. Par contre, on peut revenir sur la base de données initiale pour entraîner le modèle. Ça, voilà. Et c'est tout ce que je dis. Ça oblige donc l'IA à dire, voilà, je me suis servi de tout ce qui... Ça me semble tout à fait normal que ces bases soient déclaratives. Sinon c'est très intrusif. La SACEM fonctionne en repérant 7 écarts, d'ailleurs 7 écarts de notes, et donc ils arrivent à reconnaître eux-mêmes facilement, avec beaucoup de professionnalisme, mais ils arrivent à reconnaître les emprunts des uns et des autres. Mais parce que justement ils se réfèrent à ces écarts-là. Si je fais la moyenne entre deux chansons, les écarts disparaissent, et à ce moment-là, plus personne ne peut savoir. Très intéressant. Donc ça voudrait dire que c'est à l'état de force. Elle peut revenir aux deux chansons. Bah non, et si elle s'en plus facile. Tu peux, si la personne déclare, je me suis inspiré de ces deux chansons, j'ai fait la moyenne des deux chansons. Oui, mais elle va toute seule chercher 10 chansons, mais elle sait lesquelles elle a. Non, elle ne sait pas. C'est neuronal, et en fait, c'est impossible de savoir ce qui est allé chercher comme données. Exactement. Donc c'est le modèle de copilote qui est le bon, parce qu'il c'est garantit ces bases de données d'entraînement. Et l'utilisateur est couvert en achetant le service. C'est ce qui fait que ça marche. Oui, ça paraît raisonnable. Je pense que c'est un bon sujet, la SACEMisation des droits, il faut le creuser, je vais le creuser. Je me permettrais peut-être même de te demander si en fait tu peux... Je pourrais que tu sois libre, mais je pense que tu serais bien mieux aux attitudes que moi. Parce que c'est vraiment le sujet, je pense qu'il est intéressant, mais je suis que semi-compétente. Moi, j'arrive sur la blockchain, mais pas sur... je pense que je connais plus de choses. Enfin bon, bref, on en parle après. Non, mais il y a plein d'autres conversations. Pardon. Non. Oui, moi, le débat va son chemin.
Moi, j'avais juste justement sur cette idée, parce qu'en t'écoutant, j'avais donc la suggestion d'arrêter le RGPD pour 3 ans, mais en même temps le désir d'aller vers, tu évoquais Pierre Bentata, vers cette idée où on aurait un marché des données, etc. Donc déjà, je trouve que c'est présenté comme ça peut paraître un peu contradictoire, parce que RGPD avait pour idée de protéger vos données, et en même temps, on veut arrêter RGPD, mais on veut faire un marché où on pourra monétiser ces données. Alors, donc effectivement, c'est des choses à éclaircir. Moi, j'avais souvenir, à l'époque, quand on avait discuté de ces idées, que le problème venait du fait que, en fait, la donnée en elle-même, elle vaut rien, quoi. Et donc, ce qu'on donne quand on rentre notre email et notre truc et notre machin, en fait, c'est ceux qui, derrière, qui vont donner une valeur vraiment à ces données, d'où un peu la difficulté, quoi. Qui serait le propriétaire des données? Est-ce que c'est moi, parce que c'est mon adresse email, ou est-ce que c'est celui qui a fait quelque chose qui en soit... Comme dirait Menger, c'est une chose, c'est pas une valeur, quoi. Tu dis la donnée brute, voilà, valeur. La donnée brute n'a aucune valeur. Enfin, donc cette idée de je suis propriétaire de... Et pourtant, sans la donnée brute, rien. Oui, une poignée de terre en soi n'a pas de valeur. Mais je me souviens des débats qui rendaient cette idée de... La terre a une valeur intrinsèque. Oui. Ben, c'est comme ce qui fait passer... Comme dit Menger, quelque chose qui passe d'une chose à un bien. Voilà. C'est le fait qu'on a perçu un usage pour cette chose. Avant, c'est juste une chose, c'est ton adresse email, quoi, basta. C'est une chose qui ne sert à rien dans l'économie. Et celui qui va trouver un usage pour cette chose, lui, c'est l'entrepreneur, lui, c'est celui qui va... Donc, je ne sais pas si on a avancé sur ce sujet, en fait, qui me semble être un sujet un peu... Alors, c'est vrai, il faudrait que je relise Pierre. Enfin, en plus, il intervient sur ces sujets dans mon master, donc je devrais le savoir. L'argument de Pierre et de Génération Libre sur la patrimonialité des données, c'est que tu signes des contrats faustiens avec les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, tu cèdes l'utilisation de ces droits. Mais est-ce que c'est pas RGDP, ça? C'est pas une version qui serait meilleure de RGDP. Sur RGDP, les boîtes américaines font signer des contrats aux utilisateurs, c'est des CGU qui font des dizaines et dizaines de pages. Et en fait, quand moi j'arrive sur une appli ou un service, j'ai tellement envie d'avoir accès au service que je clique OK. Moi aussi. Je ne lis pas les 70 pages. Et donc, alors que ces 70 pages décrivent en fait la valeur des données et l'usage qui en sera fait très précisément par la plateforme. Et c'est une valeur considérable. Par exemple, pour Facebook, on a estimé que par mois, la valeur moyenne des données d'un utilisateur pouvait être rémunérée 30 à 40 euros. Donc on est sur de l'ordre de 500 à 600 euros par an. C'est considérable. Parce qu'en fait, ces données, elles sont utilisées pour du ciblage publicitaire. Et d'ailleurs, plus la personne a un potentiel de pouvoir d'achat ou un moment de vie, etc., plus ce ciblage est efficace. Et à aucun moment, elle n'a compensation de ce que pourtant elle devrait recevoir compte tenu du fait que elle reçoit un service gratuit qui est Facebook. Elle n'est pas obligée, il n'y a pas d'obligation d'aller s'inscrire sur Facebook et en échange, on a la possibilité d'entrer en contact avec des gens à distance, la possibilité de parfois trouver du travail. Enfin, c'est quand même quelque chose qui en fait, l'idée de base de non, parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous, on fait le choix d'utiliser ou pas utiliser Facebook. Mais l'idée de base, c'est qu'on doit avoir un droit de propriété de nos données, que ces données qu'on produit dans la vie, par exemple l'endroit où on se trouve, le type de décision d'achat qu'on fait, le mouvement, tout simplement, dans la ville, tout ça, c'est des données qu'on produit par notre existence et qui devraient être reconnues comme notre propriété, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de droit positif qui disent « ça, c'est votre propriété ». Et donc, du coup, si c'est une propriété, il faudra qu'elle soit payée. Nous localisons ou pas. Je ne sais pas, dans mon téléphone, je peux me délocaliser, je peux supprimer la localisation. Sur Facebook, je n'ai pas activé la localisation, personne ne sait où je suis quand je poste une photo, c'est pas marqué je suis à tel endroit. C'est à nous de choisir à chaque fois les paramétrages. Et il me semble qu'on retire du bénéfice, ou pas, d'ailleurs, ça dépend des gens. Moi, je retire un bénéfice d'être sur certains réseaux sociaux, qui ne serait pas gratuit si je n'avais pas en échange ce don de certaines données, mais c'est des données que je choisis de donner ou pas. En fait, non, vous ne choisissez pas, puisque
vous signez des contrats que vous ne comprenez pas, qui sont très techniques. J'ai très bien compris que je donnais une grande partie des informations et que je pouvais choisir par exemple de ne pas me localiser. Moi j'ai toujours choisi ça, que je pouvais me déconnecter, etc. Là, par exemple, les applis font tout pour que ces réglages de localisation soient compliqués, adverses. C'est par exemple sur LinkedIn, retirer les géologues, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, ils tirent leur valeur ajoutée de ce genre de choses et ça crée une asymétrie. Et donc on propose tout simplement que les plateformes reconnaissent un droit légitime, mais pas seulement les plateformes. Hein. Par exemple, j'évoquais les data space, demain ce marché de données, qui pour moi n'a rien à voir avec le RGPD. Le RGPD d'abord, c'est une contrainte réglementaire pénible, infligées aux PME françaises, qui ont toutes déboursé 10 à 50 000 euros de frais d'avocat pour se protéger contre des menaces pénales, sous le contrôle de la CNIL, pour déposer leur base de données clients et garantir qu'elles étaient conformes. Oui, mais est-ce que dans le principe, ce n'est pas la même idée, au sens où, quand je vais aller sur une plateforme, je vais passer un contrat avec cette plateforme, c'est avec des prix différents. Donc, si je veux que ce soit gratuit, je laisse toute l'utilisation. Peut-être je veux... Ce serait un peu la même... C'est-à-dire, au niveau de la démarche, alors je suis d'accord que RGPD c'est une catastrophe, hein, mais est-ce que l'esprit, ça serait quand même pas le même? C'est-à-dire que l'utilisateur, au moment où il accède à une plateforme, il choisit ce qui... Alors comment le faire? Il faut peut-être du legal design, il faut peut-être du... Je ne sais rien. Mais le legal design... Pour qu'il n'ait pas à lire 250 pages. Oui, mais le problème, c'est que la plupart des plateformes dont on parle n'ont pas intérêt à faire du legal design. Oui, mais alors c'est quoi ta solution? C'est ça, comment tu comptes protéger les droits? C'est ça ma question. Mais alors c'est quoi la solution si c'est pas... La France va décider de ça et les autres pays ne le feront pas et on va être les seuls à ne plus avoir accès à... Enfin, c'est absurde. Donc, personne va me filer 500 balles pour avoir le plaisir d'être sur Facebook parce que moi je préfère ne pas être payé et continuer d'être sur Facebook. C'est le prix qu'on paye. On donne c'est un arbitrage. Je donne mes données, j'offre mes données. Mais, donc votre solution, elle consistera en quoi? Alors juste à avoir un droit qui fait que je peux aller poursuivre la plateforme si jamais je m'aperçois que... Donc c'est ça, c'est de... Que la plateforme n'ait pas le droit d'opérer si elle ne rémunère pas l'utilisation des données qu'elle fait des utilisateurs. Donc c'est à elle de choisir. Est-ce qu'elle veut se conformer à cette idée qu'elle doit reconnaître une valeur à la propriété des données qui sont utilisées par les utilisateurs ou pas? Je crois que ça a déjà été proposé plusieurs fois à Mark Zuckerberg qui s'est bien marré, quoi. Mais Facebook, on en a... En fait, on ne va pas le faire et si vous voulez plus être sur Facebook, c'est votre problème. Moi, je pense que c'est le problème de l'Europe aussi et de la France, sans doute, de définir ce cadre, mais ce qui peut être fait au niveau national. Et si ça conduit à ce que Facebook décide de ne plus opérer en France, Facebook n'opérera plus en France. On souhaite. Je veux, moi, que Facebook continue d'opérer en France. Je veux la liberté d'aller me connecter sur un site américain. Je veux la liberté d'offrir mes données. Tout l'État français m'interdirait d'aller me connecter sur un site étranger, ça devient la Chine. Alors, c'est pas l'État, ce serait la loi. Et la loi, elle est votée par des gens qui sont... Voilà. Après qu'un ministre a proposé une loi, alors voilà, vous êtes ministre demain, vous allez proposer cette loi et donc m'interdire à moi d'aller me connecter sur Facebook? Rien du tout. Non, moi je pense qu'il faut ne rien interdire, mais simplement mettre un mécanisme de rémunération de ces données qui ont une valeur extraordinaire pour chacun. C'est ce que Facebook a fait d'ailleurs. Facebook a été obligé, alors qu'ils disaient notre offre ne sera jamais payante, ils ont été obligés de créer une offre payante sans publicité, donc du coup sans bénéficier, on va dire, des données qu'ils récupéraient. Bon voilà. Ils le font d'ailleurs. Personne s'en sert. Enfin, je ne sais pas comment ça représente. Et ils le font aussi au moyen d'amendes considérables qu'ils doivent payer pour le non-respect de leurs obligations. Leur obligation, c'est d'avoir une offre payante. Et voilà, ils ont fait le problème réglé. Bon. Je vais juste rajouter un truc à la fin, c'est qu'en fait ils ont besoin de vos données Facebook pour continuer, parce que sinon s'ils ne vendent pas vos données, en fait ils ne font pas d'argent. Évidemment, on est bien d'accord. C'est un donnant-donnant qui a payé pour avoir un abonnement pour pas avoir des argent. Bon, je crois que ce qu'il ressort, c'est qu'il nous faudra une session particulière, parce que c'est un sujet épineux et crucial, sur ce droit aux données. Mais pour revenir sur la base de mon raisonnement, après on peut discuter de tout, je serais ravi de le faire, mais c'est que les data, c'est la base de l'IA. Donc si on perd le contrôle sur ces données qui font fonctionner, qui permettent d'entraîner les modèles, on perd le contrôle des IA, et donc on perd le contrôle de notre système économique et du fonctionnement de notre société, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, puisque
il n'y a aucune IA réellement concurrente aux IA américaines aujourd'hui sur le marché européen. Donc il n'y a pas de choix en fait. Mais ça vient pas de manque de données. La concurrence n'existe pas. Confiance à l'État français pour décider à ma place. Mais il n'y a pas de start-up. Et s'il n'y a pas de start-up, c'est aussi parce que le manque de données, le GDPR aussi. Pardon ? La RGPD est un des grands facteurs explicatifs de l'absence d'un écosystème. Oui, si Mais- finalement la. Ce qui me pose problème, c'est pas que les données soient gratuitement données à une IA. Ce qui vous pose problème, c'est que ce soit les Américains et pas les Européens qui le fassent, en fait. Voilà. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, c'est rien de libéral. C'est juste. Et puis les Européens peuvent prendre les données américaines. C'est juste. Les startups européennes n'ont pas du tout l'interdiction d'aller se nourrir des données américaines. Donc leur problème vient plus du financement des startups en France que du problème de l'absence de données. On en revient au problème du droit de précaution. Les principes de précaution, oui. On met des barrières partout. C'est tout bouger. Oui, absolument. Les autres courent. Absolument. Bon, Bien. un beau sujet et puis sur lequel il faudra revenir de toute façon. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, Édouard, d'avoir partagé ta sagesse.